Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur comment la data améliore l'efficacité des processus. Donc, durant ce webinaire, je serai accompagné de Bastien Philippe qui représente Territorial Mutuel aussi. Donc, avant de passer à notre webinaire, un petit point sur les prochains rendez-vous à venir. Donc, le 16 décembre, on anime un webinaire aussi en partenariat avec la Maïf sur comment sur l'explicabilité des algos. Donc c'est sur un outil qu'a développé la Maïf qui s'appelle Chapache et qui va vous aider à maximiser l'explicabilité de ces algos. Donc comme pour ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire en avance. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme je disais, je suis accompagné de Bastien Philippe. Donc moi, c'est Erwan Joss. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je travaille chez Business et Décision et je suis expert data scientist. Donc à ce titre, j'accompagne mes différents clients sur la mise en place d'outillage data science, sur la mise en place de cas d'usage, sur de la formation. Et c'est comme ça que je suis intervenu chez Territorial Mutuel. Donc, Bastien, je te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Bastien Philippe, je suis au sein de Territorial Mutuel depuis maintenant 7 ans et je suis depuis 3 ans responsable de l'actuariat. Donc on va traiter tous les sujets actuariels au sein de l'entreprise et de plus en plus aussi les sujets data sur lesquels on se fait accompagner d'Erwan. Merci. Donc, durant tout ce webinaire, n'hésitez pas aussi à vous poser vos questions dans le chat. On s'est gardé un temps à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez des questions à les poser directement dans le chat. Donc, pour vous présenter très rapidement Business et Décision, je pense que si vous êtes habitué à nos webinaires, vous devez connaître notre entreprise. Mais pour les nouveaux venus, donc Business et Décision, on est une ESN, une entreprise du service numérique, et on est spécialisé dans la data. Donc, on est présent dans 11 pays, 14 villes en France. Donc, pour ma part, je suis basé à Nantes, mais on est aussi présent à Paris, à Lyon, à Marseille, dans la plupart des grandes villes françaises. Donc, on est un groupe d'un peu plus de 2400 experts et passionnés par la data. Et donc, comme je vous le disais, nous, notre cœur de métier, ça va être vraiment la data. Donc, on va avoir des experts sur tout ce qui va être ingestion de données, des experts sur tout ce qui va être BI, Big Data, alimentation, historisation de données, tout ce qui est restitution, et en passant par du coup des domaines comme l'intelligence artificielle, la data science, le MTM, tout ce qui vraiment en fait tourne autour de la donnée va être notre cœur de métier. Donc Bastien, si tu veux nous présenter rapidement Territorial Mutuel. Donc nous, Territorial Mutuel, on est une jeune mutuelle située sur le sol niortais, donc assez original pour une mutuelle. On a été créé en 2006, ce qui fait qu'on a quand même une jeunesse par rapport à nos cousines MAF, Maïf ou autres qui ont beaucoup plus d'expérience sur ces sujets-là. Et donc nous, on reste une mutuelle à taille humaine, 70 collaborateurs, essentiellement sur site de Niort. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une plus-value parce que du coup, on a une certaine agilité sur pas mal de sujets, et notamment tout ce qui est sujet data, avec une proximité avec les métiers. Et on a notamment une expertise qui est la protection sociale complémentaire auprès des agents de la fonction publique territoriale. C'est-à-dire qu'on va proposer des produits de complémentaire santé et de prévoyance complémentaire pour cette population affinitaire. Donc, après, on va parler du développement de Territorial Mutuel et comment nous, on est amené à se structurer en fait d'un point de vue data. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cœur métier, qui est la protection sociale complémentaire euh, des agents de la fonction publique, ça a très longtemps pas été régi par une loi sur la façon dont les collectivités pouvaient participer à cette protection sociale. C'est uniquement en 2011 qu'est paru un décret qui est venu légiférer tout ça. Et donc en 2011, Territorial Mutuel, on fait 11 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et en 2020, donc 9 ans après cette parution de décret, c'est 54 millions de chiffre d'affaires. On est le premier opérateur choisi par les collectivités locales sur les conventions de participation du risque prévoyance complémentaire. On couvre à peu près 150 000 agents et on a souscrit 1500 collectivités. Donc on voit qu'en fait, durant cette période et depuis cette parution, il y a une croissance forte et donc nécessairement des besoins de structure autour de la donnée qui est de collecter, mais aussi autour de tout ce qui est process et de reporting pour suivre ces activités qui
sont de plus en plus importantes et forcément avec des développements forts des métiers qui sont souvent à flux tendu. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter durant ce webinaire en 4 étapes. Donc, on va dire la première étape, c'est la partie Antiquité. On a essayé de faire une similitude avec les différents âges qu'on a pu connaître dans l'histoire. Donc, c'est le début de Territoria Mutuel et comment se faisait le reporting à ce niveau-là avant l'arrivée des métiers de la data. La deuxième étape, qui est le Moyen-Âge, sur lequel on a commencé notre évolution. Les temps modernes, on va vraiment rentrer dans une phase d'industrialisation. Et enfin, tout ce qui est époque contemporaine avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les process. Donc, pour commencer sur l'Antiquité, je pense que c'est on va dire un âge ou quelque chose que vous avez tous connu. C'est les débuts où chaque métier a ses données dans son coin avec ses applicatifs, ses fichiers Excel et ses PowerPoint. Donc là, on est dans une organisation très silotée, peu de transversalité et on va dire que les reportings, ils sont assez basique, hein. C'est beaucoup de copier-coller, beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de PowerPoint, et il n'y a pas forcément de règles au niveau des indicateurs, ce qui fait qu'en fonction des hypothèses, en fonction des métiers, on peut se retrouver avec un indicateur qui est censé être le même, mais qui a une valeur différente. Donc on voit que cette organisation elle a des problèmes d'un point de vue procédure. Donc si on décompose une procédure de reporting, on va voir toute la partie accès de la donnée, cette demande d'extraction et des fichiers métiers. C'est la partie qui est située à gauche en rouge. Donc on voit qu'il y a, voilà, les données sont sous un format souvent déstructuré avec les fichiers Excel. Il y a un peu de structure sur les applicatifs, on va dire vraiment le back. Tout ce qui est traitement de données, c'est à la main souvent des métiers, donc c'est aussi sur du fichier Excel, du recherche V, de l'indexation, quelque chose d'assez long, coûteux et vraiment chronophage et source d'erreurs. Et tout ce qui est restitution et valorisation, on va le retrouver aussi sur des fiches, on va dire des applicatifs basiques, PowerPoint ou Excel, et encore avec des nécessités de copier-coller, donc vraiment du temps et beaucoup de sources d'erreurs. Ce qui fait que pour un exemple de reporting assez basique pour nous, notre activité de la distribution, ce processus de compilation de données et de restitution, il était vraiment assez coûteux et il faisait intervenir pas mal de services différents. Donc, si on décompose en fait ce processus, qu'est-ce qu'on voit? On va voir qu'on a toute une partie d'accès à la donnée euh, qui va demander du temps et surtout qui va demander de faire intervenir la DSI. On va leur demander une extraction de fichiers, des applicatifs. Le DSI va peut-être avoir des évolutions si l'extraction ou le périmètre bouge. Après, une notion de traitement, là, c'est là où le métier va passer plus de temps et il faut qu'il ait une petite appétence quand même sur les fichiers Excel, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on va venir solliciter la data pour voir ce qu'on peut essayer d'automatiser, s'il y a nécessité de faire intervenir un peu de programmation, un peu de VBA sur ces sujets-là. Et la restitution, c'est le métier qui s'en occupe avec, comme on a dit, du copier-coller ou soit de l'Excel derrière. Et donc, nous, dans cet exemple-là, et vraiment sur du concret, il fallait compter à peu près 3 jours de traitement, 3 jours de travail tous les mois pour sortir un reporting. Et en plus, comme vous allez voir le reporting qui va arriver dans la slide d'après, c'est du temps, mais pour peu de valeur. Donc là, c'est le reporting qui sortait tous les mois et donc qui prenait un certain nombre de jours à l'année. Et on voit que c'est du temps, on voit que c'est source d'erreur et on voit en plus que visuellement sur le final, c'est compliqué de prendre une décision, on ne sait pas trop où on en est. Il faut vraiment rentrer dans les chiffres et c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter en fait sur ces sujets-là. Donc on voit que dans cette phase-là, ça a le mérite d'exister, mais ça a quand même pas mal d'inconvénients sur tous ces sujets. Effectivement, si on essaie de conclure un peu sur cette première ère de l'Antiquité, qui est vraiment, je pense, l'ère de lancement de l'entreprise, donc bien sûr, tout ne peut pas être parfait directement. En fait, on voit que sur la partie organisationnelle, l'avantage de cette ère, c'est que chaque service va être très indépendant et va avoir une forte connaissance aussi de chacun des pôles. Donc, ils vont être très autonomes, ils vont être vraiment à même à répondre à toutes les questions. Par contre, le désavantage, c'est que sur l'aspect communication et sur l'aspect partage d'informations, partage des données, ça se fait pas du tout parce que chaque l'entreprise est vraiment silotée. Sur la partie justement accès à la donnée, cet accès à la donnée se fait en grande partie via des demandes à la DSI, donc des demandes d'extraction de fichiers plats. Donc pas d'historique de la donnée pour les métiers, pas d'accès sécurisé non plus, beaucoup d'envois par mail, beaucoup de transferts de fichiers plats.
Au niveau de traitement et automatisation, comme l'a très justement dit Bastien, c'est beaucoup de fichiers Excel, c'est beaucoup de choses très manuelles, donc des délais de traitement qui sont très importants. On l'a vu sur le reporting précédent. On voit que les temps de constitution de ce reporting et de restitution sont quand même assez hallucinants. Et une des problématiques qu'on va aussi retrouver, c'est que les KPI vont pas avoir la même définition d'un service à l'autre, ou vont pas avoir exactement la même règle de calcul d'un service à l'autre. Et donc ça va nous poser le problème de quand deux services vont communiquer, ils vont pas avoir le même référentiel et du coup les chiffres vont pas forcément être comparables. Au niveau de la restitution, beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint, et donc, via cette problématique de règles communes sur la définition des KPI, des chiffres différents, forcément entre les métiers, ou pas la même source de données, pas le même temps d'extrait. Et sur le dernier point, sur la valorisation des données, on n'y est pas encore, on est vraiment au lancement de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore très manuelles. Je pense que c'est bien sur le lancement, mais Territoria s'est aussi très vite rendu compte qu'il fallait aller accélérer sur ces parties accès, traitement et restitution de la donnée. Et donc, partie de ce constat-là, je vais laisser Bastien vous présenter quelle a été la première révolution qui a été menée au sein de Territoria Mutuel. Donc, nous, la première évolution qu'on a mis en place sur la partie restitution, qui était assez chronophage, comme on disait, c'était beaucoup de copier-coller d'Excel à PowerPoint et aussi de maintenance sous Excel, c'est-à-dire quand on vient ajouter au produit, qu'on vient ajouter un collaborateur, qu'on vient ajouter une information, en général, même si on a beau indexer le fichier, il y a quand même pas mal de mises à jour à faire qui sont assez coûteuses et assez source d'erreurs. Donc là, on a choisi de partir sur un logiciel qui est Tableau et surtout de transversaliser la donnée, c'est-à-dire qu'on a un logiciel de reporting au milieu et tous les métiers, on voit leurs données à ce niveau-là. Donc Tableau, on l'a choisi pour ses nombreux avantages. Là-dessus, je vais laisser Erwan en parler. Donc Tableau, pour ceux qui connaissent pas l'outil, Tableau, c'est une plateforme d'analyse visuelle. Donc, dans cette catégorie d'outils, on va retrouver notamment d'autres outils comme des Power BI ou des Click, pour ceux qui connaissent. Et donc sur la petite vidéo à droite, vous pouvez voir comment Tableau se configure. Donc l'objectif de Tableau, enfin son gros point fort, c'est vraiment qu'il est utilisable par tous. Il ne va pas être qu'accessible qu'à des personnes qui sont un peu plus averties à la donnée ou un peu plus averties à ce type d'outil. La promesse de Tableau, c'est vraiment que c'est un outil qui va pouvoir être pris autant par les métiers que par des personnes beaucoup plus habituées à ce type d'outil. Donc un des gros points forts de Tableau, ça va être également sa communauté. Vous allez trouver sur leur site, sur leur plateforme publique, en gros, énormément de discussions autour de différentes problématiques qu'on peut rencontrer avec Tableau, énormément de reporting aussi ou de propositions de reporting qui ont été mises à dispo, soit par des utilisateurs, soit directement par l'éditeur. Donc si on devait retenir, je pense, 3 points clés de Tableau, c'est dans un premier temps cette expérience utilisateur. On va le voir juste après, je vous ai mis quelques exemples de visualisation, mais c'est un des outils les plus avancés sur l'aspect design de la restitution. On va vraiment pouvoir aller personnaliser complètement notre reporting. On va pouvoir aller très très loin dans ça et avoir quelque chose qui est assez similaire en fait à un rendu de site web, mais qui est beaucoup plus facilement du coup faisable. L'aspect préparation des données aussi est un des points forts de l'outil et c'est notamment, enfin c'est un des points qui s'est énormément amélioré ces dernières années. On va pouvoir au sein de Tableau aller calculer nos différents indicateurs. On va pouvoir faire des agrégats, je sais pas, par mois, par année, par agence, par produit. On va pouvoir aller assez simplement manipuler toute cette donnée directement dans Tableau pour la restituer au sein de notre reporting. Et le dernier point fort de l'outil, il est un peu plus informatique, mais c'est que Tableau va nous permettre de faire ce qu'on appelle du direct query. Donc, il va être capable d'aller envoyer des instructions à notre base de données et de récupérer cette donnée pour l'afficher directement dans notre reporting, dashboard. Donc, on n'a pas besoin de tout précalculer. En fait, Tableau va pouvoir directement dialoguer avec notre base de données. Et donc, si je vous montre quelques exemples de visualisation, donc ça, c'est des visualisations que j'ai été récupérées sur le tableau public, donc qui est accessible à tous et qui est un espace où on peut partager nos dashboards, nos reporting.
Donc, vous voyez que on est quand même assez proche d'un rendu site web. On va pouvoir aller vraiment diversifier nos différents graphiques. On va pouvoir aller quasiment faire des camemberts, on va pouvoir aller faire des séries temporelles, des cartes. On va aller assez loin dans l'aspect personnalisation, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de l'aspect de la visualisation. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les différents reporting. Il y en a qui sont vraiment assez hallucinants. Et je vais laisser Bastien vous présenter comment l'outil a été intégré au sein de Territoire Mutuel. Comme j'expliquais précédemment, Tableau, on est vraiment venu le mettre sur la partie restitution, pardon. Donc, il est vraiment au bout de la chaîne. Le gain que nous apporte cet outil-là, c'est surtout du temps et une baisse de source d'erreur, parce qu'on vient éviter les copier-coller d'un fichier à un autre ou d'un fichier Excel à un PowerPoint. On vient plugger Tableau sur nos bases de données, qui peuvent être sur Excel ou sur nos applicatifs directement, et après faire notre restitution. Et en termes de maintenance, comme le disait Erwan, qu'on va faire un agrégat, cette fois, si on rajoute un collaborateur, si on rajoute un produit ou si on rajoute, on va dire, une valeur dans un champ, l'outil gère tout seul. Donc, en termes de maintenance, on a vraiment un gain à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que là-dessus, d'un point de vue outil, on a gagné. C'est heurté à une difficulté. Donc, comme je le disais précédemment, l'outil, on a voulu le mettre à disposition de toute l'entreprise, notamment des métiers, pas seulement les métiers de la data. Et donc là, on a pu avoir quelques freins, enfin on a eu quelques freins même. C'est que les métiers, ils se sont dit, OK, c'est bien, on va gagner du temps. Mais aujourd'hui, tout le traitement de la donnée, il va plus pour aller dans le tableau. C'est-à-dire que nous, ça allait bien pour faire notre visualisation sur Excel, mais Tableau, il faut lui donner sous un autre format. Et ça, moi, il faut tout que je refasse, il faut tout que je retraite. C'est du temps. Puis, bah, nous, comme on se développe et qu'on a flux tendu, on n'a pas le temps de le faire. Donc, ton outil, il est peut-être sympa, mais voilà, on va rester à ce qu'on faisait avant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'investir sur ce sujet-là. Donc, cet investissement, la vision rentabilité, elle n'était pas forcément, on va dire, évidente pour tout le monde. Nous, d'un côté data, par contre, ce qu'on a vu, c'est que si on arrive à bien traiter la donnée, on a un gain opérationnel et un gain de service et même de visualisation qui est assez fort. Et là-dessus, on a un cas d'usage qui a mis ça en avant. C'est une solution que développe Tableau qui s'appelle aussi l'embedded, c'est-à-dire de faire de la visualisation embarquée sur un site internet. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est du reporting au sein de notre extranet. Et vraiment ça de façon automatique, c'est-à-dire que à partir de données qu'on a uniquement au sein de notre récit, de nos applicatifs, on n'a pas complexifié et cherché des fichiers Excel au niveau des métiers. On est venu mettre en place un petit traitement assez simple de données et de compilation via du SQL. Et après, derrière, on a alimenté Tableau. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cette solution embedded, nos clients, quand ils se connectent sur leur extranet, ils ont un petit onglet Tableau. Et sur ce petit onglet, ils ont leur visualisation de leur contrat, donc avec le nombre d'adhérents, le nombre de nouvelles adhésions, le nombre de sinistres prévoyance qui ont été ouverts ou qui sont en cours. Et tout ça, c'est quelque chose qui tourne en automatique. Donc là, on a eu vraiment ce cas d'usage où, quand le traitement est automatisé, on arrive à avoir quelque chose avec très peu de maintenance et une plus-value assez forte. Donc c'est venu en fait mettre un peu l'eau à la bouche des sujets qu'on pouvait avoir et des futures évolutions qu'on peut amener. Mais du coup, voilà, Tableau, vraiment un gain en termes de restitution et vraiment le premier socle de la révolution au sein de l'entreprise. Donc, si on essaie de conclure sur cet âge et voir ce qui a changé depuis l'âge précédent, on voit que nos métiers, en tout cas, sont fortement montés en compétence sur Tableau. On a toujours des indépendances entre ces services et des problèmes de communication, mais d'un point de vue monté en compétence sur Tableau, il y a vraiment un gros effort qui a été fait. Par contre, on voit aussi que cet effort, il est peut-être trop important pour le métier, ou en tout cas, eux l'ont perçu comme une dose de travail supplémentaire et pas comme quelque chose qui allait les aider à passer à l'étape supérieure en termes de restitution. D'un point de vue accès à la donnée et traitement et automatisation, là, ça n'a pas été le rôle de Tableau de nous permettre d'accéder plus facilement à la donnée. On est toujours en dépendance de la DSI. On a toujours les problématiques qu'on avait au niveau de l'historisation, de la sécurisation de l'accès à la donnée et du délai de traitement, puisque au final, Tableau ne faisait que se baser sur les fichiers Excel en entrée.
Et d'un point de vue restitution, on voit quand même qu'il y a eu ces premiers cas d'usage, notamment autour de l'embedded, qui ont montré l'intérêt de Tableau. Et là où Tableau aussi pouvait nous aider à passer à l'étape supérieure, notamment via l'automatisation des reporting et donc l'aspect formation des métiers que j'ai évoqué juste avant. Et au niveau de la valorisation, on n'y est pas encore. Ça viendra dans les aires suivantes. Donc, si on récapitule, on voit que sur cette ère, il y a vraiment eu les premières démarches qui ont été mises. Il y a eu aussi les premiers apprentissages. On a vu que les métiers n'étaient pas forcément la bonne population pour cet outil et que la problématique qu'on allait avoir allait plus être axée autour de l'accès à la donnée et de cet aspect traitement et automatisation avant d'aller au tableau qui nous posait problème. Donc, je vais laisser Bastien vous présenter l'ère des temps modernes et comment on a répondu à cette problématique d'accès à la donnée, d'automatisation des traitements. Comme on a pu voir, le frein qu'il y avait, c'était vraiment ce traitement de données. Et la vraie révolution qu'il y a eu au final dans l'entreprise, c'est d'automatiser tout ce traitement. Et là-dessus, il y a une position d'entreprise qui a été réalisée assez forte, c'est de se dire, en fait, on a vu le cas d'usage que vous avez fait côté data. C'est super sympa, ça tourne tout seul, ça alimente, il y a vraiment un service d'un point de vue reporting. Maintenant, ça serait pas mal qu'au final, vous le fassiez pour toute l'entreprise et pas pour les clients. Donc on voit en termes d'architecture, on a plus cette vision silotée des métiers. En fait, on va avoir une cellule data qui est une espèce de boîte dans la boîte qui est à disposition des métiers pour, on va dire, récupérer la donnée, la traiter et la mettre à disposition. Et donc, pour faire ça, il y avait forcément besoin de s'équiper. Et donc, on avait déjà Tableau pour la restitution, mais pour cette partie accès à la donnée, traitement, on a choisi un outil qui est Knime, parce qu'il avait beaucoup d'avantages, il a beaucoup d'avantages. Je vais laisser Erwan vous développer tout ça. Du coup, Knime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui fait partie des outils plateforme data science end-to-end. Donc c'est pareil, en face de Knime, on va retrouver des outils type DataIQ, type des SaaS ou des choses comme ça. Donc pourquoi plateforme end-to-end? En fait, c'est Knime va nous permettre vraiment de répondre à un cas d'usage data du début jusqu'à la fin. Donc de la partie ingestion de données, comment je vais me plugger sur mes différentes bases de données, comment je mets à la fois des fichiers peut-être Excel et des bases de données. L'aspect manipulation et transformation de données. Donc comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo de droite, Knime va nous permettre de, à partir de mes différentes sources de données, de venir enchaîner différents nodes et de pouvoir manipuler, transformer, créer de la donnée, donc en faisant des jointures, en faisant, je sais pas, des transposes, des group by, en allant renommer nos colonnes, enfin en faisant vraiment toute cette opération de manipulation et de transformation de données. Ensuite, Knime permet aussi cet aspect modélisation et visualisation. Donc, comme c'est forcément une plateforme data science, Knime va nous permettre d'avoir à disposition et nativement un ensemble de modèles sur lesquels on va juste avoir du paramétrage à faire. Donc on va venir, je peux sélectionner par exemple ma random forest, mon gradient boosting, mon réseau de neurones, et je vais simplement avoir à paramétrer l'utilisation de cet algorithme. Et enfin, le dernier aspect, qui est le déploiement et l'industrialisation. Donc ça va se faire via la partie serveur de Knime. Donc sur lesquels on va pouvoir publier nos workflows sur le serveur, on va pouvoir ordonnancer nos workflows, on va pouvoir les exécuter directement sur le serveur, donner la main à certains workflows au métier pour qu'ils puissent l'exécuter avec un certain nombre de paramètres à prendre en entrée. Donc voilà. Donc comme je disais, c'est un outil en mode workflow, donc on va vraiment avoir cet aspect facilité aussi d'utilisation. On va avoir un temps de montée en compétence sur l'outil qui va être beaucoup moins long que si je devais former quelqu'un à Python ou à R ou à Java ou à un langage de programmation. Et le gros avantage de Knime, c'est qu'il est utilisable gratuitement en local. C'est-à-dire que si juste après le webinaire, vous allez sur le site de Knime, vous allez pouvoir télécharger gratuitement l'outil et vous allez vraiment bénéficier de 100% des fonctionnalités de l'outil. Vous n'allez pas être bridé. La seule chose qui est payante dans Knime, c'est l'aspect déploiement et industrialisation parce que ça nécessite de passer du coup sur un Knime serveur
Et du coup, cette partie-là est payante. Donc, c'est vraiment l'aspect plutôt entreprise qui va être payante. Et donc, en plus de toutes ces fonctionnalités, dans Name, on a aussi la possibilité d'y inclure des extensions qui sont développées soit par l'éditeur, soit par des membres de la communauté. Par exemple, on peut aller ajouter des extensions Python, des extensions R qui vont nous permettre dans nos workflows de venir intégrer des morceaux de code. Où je vais pouvoir, et c'est ce qui a aussi intéressé Territoire Mutuel, aller installer l'extension Tableau qui est native aussi à l'outil et qui va me permettre de, à partir de mon workflow name, d'aller directement alimenter le serveur Tableau, donc qui va me permettre de pousser de la donnée au bon format Tableau qui est le format hyper et de pas devoir de pas devoir passer par des fichiers plats ou par des échanges de fichiers entre mes deux serveurs. Donc, si je devais retenir vraiment 3 points forts de l'outil, je dirais que c'est cette partie accès à la donnée, qui est vraiment un gros point fort de GNAME. Je vais pouvoir me connecter à des bases de données structurées type Postgre, MSSQL très facilement, à des bases de données non structurées type MongoDB, Vertica. Je vais pouvoir me connecter à des plateformes cloud, AWS, GCP, Azure, et aussi à des fichiers plats type Excel, TXT, des choses comme ça. L'aspect data transformation va être aussi un gros point fort de l'outil. Donc, il y a un peu plus de 2000 nodes. Les nodes, c'est les petits carrés qu'on voyait tout à l'heure, natifs au sein de l'outil. Et il y en a une grande partie de ces nodes qui sont dédiées à la data transformation. Donc, on va vraiment aller très loin sur cet aspect-là. On va avoir des modifications de données type transpose, type gestion de valeurs manquantes qui vont être très poussées pour ce type d'outils et qui vont nous permettre en fait de pas avoir besoin de faire de code et d'utiliser toute la puissance de clé. Et le dernier point fort de l'outil, forcément, ça va être cet aspect data science. Il y a énormément de modèles qui sont inclus nativement dans Name. Et si jamais on voulait utiliser des modèles un peu plus atypiques ou des modèles qui ont été déployés plutôt sous forme de package Python ou package R, on a toujours la possibilité d'appeler ces modèles via nos nodes Python et R, via des extensions que je vous évoquais juste avant, et du coup d'aller utiliser des modèles un peu plus atypiques. Donc je vais laisser Bastien vous présenter comment Knime a été implémenté et utilisé au sein de ses équipes. Comme on a pu le voir, CNAME, il vient vraiment d'un point de vue central dans l'organisation et au niveau des process. C'est-à-dire que c'est lui le cœur, il vient se connecter aux données, que ce soit les fichiers Excel ou tous les applicatifs. Il permet de jointer tout ça. Il permet vraiment de compiler toutes ces informations et après de les publier directement à travers l'extension sur Tableau. Donc il a vraiment deux gros avantages, comme on a pu le voir, c'est l'accès à la donnée, le retraitement, et après la modélisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement faire le TL et le mettre. Par exemple, sur les tableaux de bord, on va pouvoir rajouter des informations de contexte à ce niveau-là, et donc potentiellement faire de la modélisation sur le nombre d'adhésions qu'on serait attendre avec des modèles qui vont tourner là-dessus, des séries temporelles ou des sujets comme ça, qui relèvent de la data science pour apporter plus de valeur au reporting. C'est-à-dire pas juste regarder dans le rétroviseur et se dire c'est bien, on a vendu 50 contrats ou on a ouvert 50 dossiers, mais on va pouvoir dire on a vendu 50 contrats et on s'attendait plus à en vendre 40 ou 60, ou alors on a ouvert 50 dossiers sinistres, c'est bien ou c'est pas bien, pour amener à des prises de décision, qui est vraiment la plus-value du reporting. Donc pour montrer un peu les deux aspects de ces plus-values, on va reprendre l'exemple de reporting qu'on avait au tout début, qui prenait à peu près 35 jours de dev. Et donc, ce reporting, quand on l'a basculé dans la transformation, on est venu l'automatiser à travers la cellule data. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé 5 jours sous Knime pour le code, le workflow, c'est-à-dire traiter la donnée, faire des modifications, même la valoriser, ajouter un petit peu de sujet, et 2 jours de développement de tableau. Et après, derrière, en maintenance, on voit que c'est très peu coûteux. On a toujours un peu de développement sur Knime pour des montées de version ou des sujets, ou pour des nouveaux besoins, on va dire, mais minimes. Et sur Tableau, c'est pareil, il y a toujours des petits points, mais ça, c'est du récurrent. Mais on voit très bien qu'en fait, en termes de gains opérationnels, on vient à la fois soulager les métiers de cette activité qui n'est pas vraiment leur cœur métier, et en plus le faire de façon plus rapide. Ce qui fait qu'avant, on avait un reporting mensuel qui était coûteux. Maintenant, on l'a de façon peu coûteuse. Mais si on voulait le mettre toutes les semaines ou tous les jours, ça serait exactement pareil.
Donc ça, c'est vraiment une des plus-values de la partie industrialisation. Et la deuxième plus-value, comme je disais, c'est la partie contextualisation et valorisation avec les indicateurs qu'on peut faire remonter. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure le reporting qu'on avait avec le fichier Excel qu'on vous a remis en image, où c'est très compliqué de savoir où on en était rendu au niveau des sujets, on ne voit pas trop où étaient les objectifs, on ne voit pas trop les risques, où on est en phase ou alors où on est en décalage. Maintenant, avec le nouveau reporting qui est fait sur Tableau, on voit que c'est beaucoup plus visuel. Et donc on voit que sur le décès, c'est là où on est loin de l'objectif. Donc on voit que l'objectif il est contextualisé à travers la ligne noire sur le graphique de gauche. On voit qu'en prévoyance, on est dans les objectifs et qu'en santé, il y a une petite question parce que en juin, juillet, on a l'air de ne pas avoir beaucoup produit. Donc voilà, il faut se penser directement. On voit qu'il y a deux sujets, le décès et la santé de façon, on va dire, plus récente, mais le décès depuis un moment, donc la garantie de notre produit. Et donc là, ça mène beaucoup plus facilement à on va dire, à des prises de décision. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en automatique. Donc vraiment la plus-value des deux outils avec leur interconnexion et tout ce qu'on peut mettre à disposition des métiers, toujours dans un objectif d'amener une prise de décision et pas de prendre des décisions un peu trop tard quand l'événement il est déjà arrivé et qu'on fait juste un constat. Donc, si on essaie de conclure sur cette époque des temps modernes, on voit que d'un point de vue organisation, en fait, on a changé un peu de braquet en disant on ne va pas former nos métiers au domaine de la data parce que c'est trop complexe, mais on va plutôt former nos data au domaine métier. Donc, ça nécessite pour l'équipe data de monter en compétence aussi sur les processus métiers, mais ça a vraiment pour intérêt de aussi mutualiser les compétences data et d'arriver à passer ce cap de l'industrialisation et de l'automatisation de nos traitements. Donc, au niveau de l'accès à la donnée, pardon, on voit que NAME nous a vraiment apporté cet aspect autonomie sur l'accès à la donnée. On n'a plus besoin de faire nos demandes d'extraction de fichiers à la DSI, mais on va pouvoir, via l'outil, accéder à l'ensemble de nos données et du coup être en autonomie sur ça. Ça nécessite quand même de modéliser nos processus ou en tout cas mettre en place une cartographie des données. Et ça nous fait vraiment gagner énormément de temps sur cette partie autonomie. Au niveau traitement et automatisation, de la même façon que NAME nous a aidé à passer à l'échelle, où il va nous permettre d'automatiser nos traitements, il va nous permettre d'ordonnancer nos traitements. Ça va aussi avoir pour conséquence d'harmoniser les règles de calcul, dans le sens où on a défini avec les métiers comment calculer cet indicateur, et une fois qu'il a été défini, il est propagé dans l'ensemble des workflows. Et cet aspect automatisation nous permet aussi d'alimenter quotidiennement, à la granularité de temps qu'on le souhaite, nos différents reporting. D'un point de vue restitution, Tableau, cette fois, répond totalement à nos attentes, dans le sens où maintenant que KNIME pousse les données tous les jours, toutes les semaines, tous les mois dans Tableau, nos reportings sont à jour et ça nous permet de mettre à disposition les reportings pour les différents métiers et d'avoir pour eux de la donnée actualisée et qui répond à leur problématique métier. Et donc la dernière étape qui reste à faire, c'est cette phase justement de valorisation. Maintenant qu'on a vraiment travaillé sur ces problématiques d'accès, de traitement et de propagation de la donnée et des reportings au sein de l'entreprise, comment je peux me servir de tout ce que j'ai fait ces dernières années pour aller plus loin et traiter des problématiques plutôt orientées IA, data science au sein de mon entreprise. Donc ça, je vais laisser Sébastien vous le présenter au terme de l'époque qu'on a appelée contemporaine ou la révolution de l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'époque dans laquelle on est en fait actuellement au sein de Territoria Mutuel. C'est qu'on voit qu'on a automatisé le reporting au niveau des métiers. Et demain, c'est comment on peut amener à avoir beaucoup plus de valeur de mise à disposition. Donc, on en a déjà un peu évoqué au niveau des tableaux de bord pour ajouter du contexte dans le reporting, pas juste donner un chiffre comme ça, mais vraiment de le contextualiser. Mais il y a des sujets avec potentiellement des ROI beaucoup plus importants. Nous, les premiers points, c'est sur la partie acquisition. Notamment sur tout ce qui est zone de prospection et voir où est-ce que c'est le plus pertinent pour nous d'aller ou d'investir pour acquérir les clients qui nous sont potentiellement les plus fidèles ou les plus faciles à transformer en termes d'acquisition. Tout ce qui est partie parcours client, notamment aujourd'hui, on voit que tout ce qui est site web ou ces sujets-là
ont une place importante dans on va dire dans l'acquisition. Donc il y a toute une partie optimisation du parcours client, de l'offre ou même du score qu'on peut donner à nos clients pour être sûr de récupérer et d'optimiser nous notre rentabilité à ce sujet-là. Donc c'est les sujets sur lesquels nous on travaille en interne, mais il y en a d'autres. Je vais laisser Erwan les présenter, qui les connaît mieux que moi sur son expérience. Effectivement, on vous a juste sélectionné quelques cas d'usage. Il y en a énormément d'autres qu'on peut traiter via l'IA, la data science. Mais parmi tous ceux qui sont possibles de traiter, on va retrouver aussi notamment tout ce qui est autour de la fraude, sur comment je peux me servir des algos pour mieux connaître mes clients et pour mieux identifier mes clients qui ont un comportement frauduleux ou qui sont susceptibles de faire des tentatives de fraude, par exemple. On va retrouver des problématiques autour du produit. On voit que ça, c'est quelque chose qui est en train vraiment d'évoluer ces dernières années et que de plus en plus, on est en train de proposer des adaptations de la facture en fonction du risque, en fonction de l'usage, en fonction de nos clients. Et là, mes algos d'IA data science vont me permettre d'adapter aussi le niveau de risque et le niveau de facturation en fonction de la consommation, en fonction du profil client, en fonction des produits qu'il a sélectionnés. Et enfin, dernier exemple de cas d'usage, c'est sur tout ce qui va être autour de l'e-réputation, qui est je pense, un sujet qui prend de plus en plus de place tous les ans et qui est une grosse problématique des entreprises actuelles sur comment je vais pouvoir me servir de tous ces algos pour aller récupérer, je sais pas, les commentaires mis, que ce soit sur les agences dans Google Maps, sur Twitter, sur Facebook, sur, je sais pas, sur le site de mon entreprise, les retours aussi des campagnes d'emailing ou des choses comme ça, pour essayer d'identifier quelle agence a une mauvaise réputation ou du moins essayer de personnaliser les axes d'amélioration par agence. Par exemple, si je vois que j'ai une agence qui a quotidiennement des commentaires mis autour du temps d'attente en agence, je vais aller l'objectiver sur ce temps d'attente et lui mettre des objectifs personnalisés pour chacune de mes agences. Donc je vais laisser Bastien conclure un peu sur l'évolution de Territoria sur ces différentes aires. Moi, de mon point de vue, ce qu'il faut retenir pour ces sujets-là, le premier point, c'est d'automatiser au maximum tous vos traitements. On voit ce qui est chronophage, c'est tout ce qui peut être copié-collé entre les fichiers, tous ces sujets-là qui sont manuels. Donc, si dès le départ, on automatise, que ce soit à travers un ETL ou autre, ces sujets-là, il y a quand même un gain de temps qui est assez important. Le deuxième point qu'on a pu voir, c'est qu'au final, mais ça vient, je pense, à la taille de l'entreprise, c'est qu'il y avait chacun son métier. Donc, on voit que les métiers de la data, ils sont quand même, on va dire, assez experts sur la partie à la fois modélisation, à la fois traitement, à la fois valorisation, restitution. Et donc, ce service, on est venu le mettre à disposition des métiers. Et nous, aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement qui nous convient, qui est peut-être pas adapté pour toutes les entreprises, mais du coup, c'est le pari et c'est la décision qu'on prend. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Le troisième point, c'est les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit refaire la visualisation que je vous ai montrée sans time et sans tableau, je pense qu'on dépasse les 36 jours de développement et de maintenance. Donc, c'est comme ça, pour bien travailler, il faut les bons outils. Ça, c'est important de bien sélectionner ces sujets-là. Et l'autre point, c'est de ne pas y aller trop vite. Nous, on y a été vraiment pas à pas et cas d'usage par cas d'usage. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris tous les métiers d'un coup en disant en un trimestre, il faut que tout le monde ait un tableau de bord. C'est vraiment aujourd'hui quel métier est prioritaire, quel métier a besoin de plus d'informations et de données pour être amené à prendre des décisions. Donc, on a fait notre feuille de route, on y était vraiment au cas par cas, pardon, ce qui permet de faire monter aussi les équipes en compétences. Et enfin, sur ça, il faut aussi être bien accompagné. Donc, sur ça, choisir les bons partenaires. Et je remercie encore Erwan et BD de nous accompagner sur ces sujets depuis maintenant plusieurs années. Merci à vous aussi de nous faire confiance sur ces sujets. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc si vous voulez retrouver ce webinaire ou tous les autres qui ont eu précédemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, donc blog.businessdecision.com. Vous allez retrouver à la fois l'ensemble de nos webinaires, mais bien plus, on a aussi des publications quotidiennes sur différents sujets.
Et on a également 4 livres blancs à disposition autour de l'intelligence artificielle, de l'IA éthique, de la GDPR et de la data. Donc n'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn, on est assez actifs, on essaye de partager et de faire partager notre savoir et notre connaissance sur ces différents sujets. Donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire déjà et je vais prendre différentes questions. Alors, du coup, j'ai une question de Cyril Rimbaud qui est: quel outil pour effectuer la modélisation des processus? Alors aujourd'hui, nous, pour la modélisation, on utilise YED, qui est un outil open source aussi. On travaille beaucoup avec notre contrôle interne sur la modélisation des processus, ce qui en fait une synergie claire entre les deux métiers. Donc on ne va pas aussi loin qu'eux sur cette modélisation parce qu'ils ont on va dire, ils ont besoin de voir les contrôles qui sont effectués. Mais en fait, on va prendre le même outil. Et par contre, nous, au lieu de dire, bah, tiens, ici, il faut qu'il y ait un contrôle, on va plutôt se dire, tiens, quand vous faites telle action, c'est sur quel applicatif, ça génère quelles données, c'est stocké où et de quelle manière. Ce qui fait qu'on a vraiment un linéage du process. Et donc, ça peut aller de je reçois du courrier, d'accord, la réception du courrier, est-ce qu'elle est GD? Si elle est GD, oui, ça va dans quelle base ou quel applicatif? C'est GD tous les jours, c'est mis à jour de telle manière. Donc, on vient vraiment détricoter tout ça. Et donc, l'outil qu'on utilise pour cette modélisation, voilà, c'est YED, c'est YED. Donc, ça n'a pas une vision linéage comme peuvent l'avoir des logiciels data. Ça a vraiment une vision process et c'est sorti du contrôle interne, en fait, cet outil-là. Ok. Il y a une autre question de Cyril qui est sur quelle est la différence entre KNIME et Talend. Si tu veux, Bastien, je peux répondre. Ouais, vas-y. Talend, lui, va vraiment être plutôt un ETL, va en fait se charger de toute la partie plutôt data management, alors que KNIME, lui, en plus de cette partie data management, va aussi nous permettre de traiter des cas d'usage data science et d'avoir aussi accès à des outils de data management un peu plus avancés que ce que je pourrais avoir dans Talend et qui sont spécifiques aussi à nos cas d'usage data science. Donc je dirais que c'est pas le même périmètre, c'est pas le même type d'outil aussi. Talend va être vraiment plus orienté ETL, alors que CNAME est plutôt à la base orienté data science et par ces cas d'usage data science a besoin d'avoir énormément d'outils data management parce que on a besoin de mettre en forme les données. Donc j'ai une question de Fabien sur qui a été formé à CNIME, juste la cellule data ou aussi les experts métiers les plus consommateurs du tableau de bord. Comment votre cellule data a su gérer la masse de travail ponctuelle associée à la structuration de tout le reporting? Bah, du coup, celle-là, je vais y répondre. Donc aujourd'hui, qui a été formé à CNIME? Donc c'est les collaborateurs de la cellule data et de la partie actuariat, c'est-à-dire qu'on l'utilise sur la cellule data, mais on l'utilise aussi au niveau de l'actuariat. Donc aujourd'hui, il y a mes collaborateurs, donc les 2 chargés d'études actuarielles, un data scientist pour ma part, et puis une autre personne de chargée d'études actuarielles, mais sur des sujets de prévention, qui réalise actuellement une thèse sur ces sujets-là. Donc on est plus quand même sur des formations métiers, enfin experts, que on va dire métier d'un point de vue opérationnel. Eux, même les consommateurs de tableaux de bord, ils sont plus sur de la consultation sur tableau et ils mettent pas les mains dans KNIME. L'autre question, c'est sur la charge. Donc, je pense qu'on a un peu répondu dans le webinaire. C'est qu'on y a vraiment été au cas par cas. On a fait une feuille de route avec les métiers, il y a une priorisation. Euh, on se rend assez vite compte en fait du temps qu'on va avoir à partir du moment où on a fait cette modélisation des process, des données qu'on a, du temps que ça va mettre sous KNIME pour faire le workflow, le traitement, et du temps que ça va mettre sur Tableau pour faire les devs. Donc à partir de ça, nous, on en déduit une capacité à faire avec les équipes qu'on a, et en fonction des besoins, on voit si ça rentre ou si ça rentre pas. Donc c'est la façon dont on s'est structuré. Après, dès que ça va dire une charge ponctuelle, ça nécessite, nous, un arbitrage. Donc on va avoir, on va dire, la direction générale qui arbitre en disant non, tiens, tu avais prévu de faire un tableau pour tel métier, pour la distribution aujourd'hui. Mais la gestion, c'est vraiment prioritaire parce que là,
ils ont besoin de cette information récurrente, on leur demande souvent au téléphone où il y a ces sujets-là. Donc, on oublie, on décale et vous y allez. Et si vraiment tout est urgent, on sous-traite. Voilà, on va faire développer les visualisations. On sous-traite rarement le workflow, on sous-traite pas le workflow parce que ça nécessite, je trouve, de connaître énormément les process et la donnée. Donc, c'est là où ça peut prendre le plus de temps. Et c'est dommage d'aller former, je trouve, des externes sur nos process à nous. Par contre, sur, on va dire, de l'exploitation ou du développement de tableaux de bord, ou peut-être que la plus-value, elle est moindre, là, on peut sous-traiter. Ça nous arrive, enfin, peu souvent quand même. On arrive à peu près à gérer ça en interne, donc avec la personne qui est aujourd'hui data scientist. Pour donner un ordre d'idée, en 1 an et demi, ça a été une quinzaine de tableaux de bord, quinzaine de vis qui sont sortis. Donc, ça a un rythme quand même assez soutenu, que ça soit aussi bien pour nos métiers que des restitutions externes pour nos clients. Ok. J'ai une question de Laure aussi sur la composition de la cellule data et sur comment vous êtes monté en compétence sur les différents outils, que ce soit Cnaim ou Tableau. Alors, sur la cellule data, on va être, comme je l'ai dit, on va avoir un data scientist qui du fait de notre taille, en fait, on a plutôt des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tous les métiers propres, un métier, une personne. Donc aujourd'hui, on a un data scientist, mais qui va faire aussi un petit peu d'architecture, un petit peu de développement, un petit peu d'analyse sur ces sujets-là. Moi, je ne vais pas avoir un rôle entre guillemets, de CDO sur ces sujets. Et après, on va avoir les personnes qui sont aujourd'hui chargées d'études actuarielles, qui, au besoin, sur on va dire, des capacités, sur l'actuariat, on n'a pas des charges qui sont lisses, donc peuvent donner un coup de main sur la partie modélisation, traitement de données ou autre en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, on a vraiment un ETP à plein temps sur la partie, on va dire, tout ce qui est data, et vraiment un rôle de couteau suisse. Et après, on va avoir, on va dire, des personnes qui viennent donner des coups de main sur la partie data scientist ou data analyst. Et on va dire après, moi, sur la dernière partie, un peu avec plus de hauteur sur la partie CDO. Mais ça ne m'empêche pas des fois aussi de remettre, on va dire, les mains dans le cambouis pour du dev ou pour des sujets. Comme on disait au début, on est 70 collaborateurs. Donc, si on a une cellule, on va dire un vrai data office avec tous les métiers, ça serait une charge qui serait assez lourde. Donc là-dessus, aujourd'hui, voilà comment on est staffé, nous, pour répondre à ces sujets. Donc, c'est à la fois compliqué parce que ça touche à tout, mais c'est aussi à la fois très intéressant parce qu'on va avoir la chaîne de la data de A à Z. Donc là, pour le moment, on est dans une phase où on développe. Après, est-ce que ça va, on va dire, maintenir et que quand on aura beaucoup de maintenance, il faudra qu'on ait besoin soit de déléguer, soit de recruter. Ça, on verra avec le développement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, voilà comment on fonctionne et comment on est staffé. Et pour le profil, c'est essentiellement des personnes qui ont fait un master de stats en actuariat. Ok. Et j'ai une nouvelle question de Laure qui demande comment vous avez fait au début. Dans mon cas, les métiers ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand ils savent, personne n'a aucune idée de comment calculer les KPI. Comment tu as fait la partie peut-être recueil du besoin ou comment vous avez priorisé les différentes actions, quel reporting vous Alors, distribuez. ça a été aussi très complexe dans le déploiement. Et dès le début, on était aussi pareil en disant les métiers ils vont venir, ils vont nous exprimer des besoins, et puis on va les développer. Et au final, on a fait ce qu'on appelait des roadshows. Donc j'ai rencontré tous les métiers un à un pour savoir leurs besoins. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, des fois, on se rend compte que les besoins ils sont clairs, mais que la donnée elle n'existe pas. C'est-à-dire que je veux savoir un délai, mais il me manque une date. Donc là, pour calculer le délai, c'est compliqué. Ou même que des fois, au final, c'est voilà, le besoin, le fait de matérialiser vraiment ce qu'ils veulent, c'est pas évident de tous les jours. Donc, je trouve que ça fait partie de notre métier en fait aussi d'acculturer les personnes. Donc, plutôt que de vraiment aller dans le fond, on va dire avec le métier du besoin qu'il veut, on s'est rendu compte que c'était très compliqué et des fois on va aller dans une granularité
sur laquelle on ne peut pas répondre. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer du temps sur un sujet et on va se rendre compte que la donnée, elle n'est pas forcément là quand on va rentrer dans le process et autres et on tourne en rond. Donc, on a décidé de prendre vraiment plus de hauteur et dire c'est quoi le besoin global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais prendre la partie nous gestion, le besoin global, c'est de pouvoir bien piloter une activité de gestion. Donc là, on va rentrer dans le process, on va vraiment modéliser ça, on va voir les données. Et à partir des données, c'est là où nous, on va les proposer au métier en disant, tiens, pour bien modéliser ton activité, on pense qu'il faut regarder ça, on pense qu'il faut te faire remonter ça. Est-ce que tu as besoin de cette granularité-là ou pas? Donc, on va plus prendre un besoin macro, être source de proposition, nous, sur les bons graphiques, sur les bons KPI, définir aussi nous-mêmes les KPI, les retraitements qu'on peut faire sur ces sujets-là, et leur proposer après derrière le tableau de bord fini. Et c'est assez itératif. Mais on a voulu mettre en place cette espèce un peu d'agilité parce que l'ancien, on va dire, modèle de se dire, tiens, le métier nous donne son besoin, on développe un peu sous un format tunnel et on leur rend après derrière, on se rend compte qu'au final, c'est très compliqué. Et donc, on a pris le chemin inverse, c'est de se dire, ah non, vous nous dites vraiment d'un point de vue macro ce que vous voulez. Nous, on regarde ce qu'on peut faire, on vous fait une propos, et si ça va, ben, on est d'accord. Si ça va pas, on fait les modifications au point près. Mais en général, ils sont plutôt contents parce que ben, eux, ça leur évite une charge aussi de se poser la question, etc. Et nous, quand on fait une propos, on est sûr de ce qu'on peut sortir. Il n'y a pas de je veux ce délai-là, il n'est pas possible. Le problème qu'on a aussi derrière sur le point de vue manquant, c'est ben, les délais qui n'existent pas ou la donnée qui n'existe pas. Et donc là, après, on peut leur faire on va dire des propositions d'évolution de process pour dire, bah, tiens, quand il y a telle action, quand vous recevez, on va dire, un dossier, il faut que vous mettiez une timestamp de la réception de la date pour qu'on puisse créer le délai. Sinon, on ne peut pas le faire. Et donc après, on rentre dans un schéma assez itératif. Du coup, eux vont faire le développement, nous, on va récupérer la donnée et on va venir enrichir le tableau de bord. Et ça s'alimente assez tout seul derrière. Effectivement, je pense que le fait de marcher, en tout cas par petits sprints, ou d'essayer de leur faire une petite démo à chaque fois, ou de faire une V0, en tout cas, c'est une meilleure des solutions, et de ne pas partir en phase cyclo. J'ai une question de Fabien du mail aussi sur pourquoi avoir choisi Knaim et pas Alteryx, ou pourquoi Tableau et pas Power BI, par exemple. Comment vous avez fait votre choix d'outils à la base? Alors, on a fait on va dire notre petite étude à nous. Et ce qui a fait la différence en fait avec Tableau ou Power BI, ça a été l'embedded qu'on a facilement pu déployer avec Tableau derrière, qui arrivait avec le même besoin. Donc, voilà, pour Tableau, ça a été plus cette partie-là. Et puis après Knaim, on a fait aussi un peu notre étude et comme tu le disais, Erwan, la partie analytics qui est vraiment gratuite en open source, qui a permis nous de nous faire la main, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de choses sous Knaim au départ et après on s'est vraiment staffé d'un point de vue serveur a posteriori. Donc l'intérêt de Knaim, c'est qu'en fait aujourd'hui, d'un point de vue charge, il nous a rien coûté au départ au niveau des développements. On n'a rencontré aucune problématique face à nos besoins, que ce soit de traitement, de modélisation. Et on a vraiment, on va dire, investi à un moment où on avait beaucoup de workflows qui tournaient. Et là, on s'est dit, c'est plus possible de les lancer manuellement. On va plutôt les programmer. Donc, ça nous a permis, en fait, à chaque fois de grandir pas à pas et pas d'investir directement et de se dire, je vais avoir un retour sur investissement plus tard, mais de développer beaucoup de choses et de se dire, tiens, c'est maintenant, ça devient coûteux de tout lancer. Donc, on va plutôt se staffer avec quelque chose avec un serveur qui va tout faire tourner tout seul. Carrément, effectivement, c'est vrai que la partie CNAME, on l'a évoqué, tu l'as réévoqué, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir directement sur l'outil. Si vous avez des questions sur l'outil aussi, n'hésitez pas à me contacter pour organiser une petite démo, mais c'est un outil qui est hyper intéressant et qui permet de se lancer gratuitement et de faire former des gens aussi gratuitement sur l'outil. Et j'avais une dernière question de Cyril, après on va être obligé de s'arrêter là parce que je vois le temps qui passe, qui demande s'il y a quelqu'un qui s'occupe de la qualité de données dans la cellule data. Ouais, c'est un sujet qu'on a lancé après on va dire quelques visualisations, quelques développements, parce qu'on dit là, on va dire, on s'y pose. Et donc, c'est la personne qui est à plein temps, qui a à la fois aussi ce profil de data scientist, qui du coup, dans ses missions, a une petite partie de QDD sur ces sujets-là. Donc l'inconvénient, c'est aussi que ça peut être lourd, mais l'avantage, c'est que du coup, quand il y a une donnée qui est dans différents applicatifs,
a que lui qui travaille sur ces sujets-là, il sait très bien qu'elle est aussi à droite qu'à gauche. Donc, quand je parlais de couteau suisse, c'est vraiment le cas en fait aujourd'hui sur notre structure. Effectivement, après tout ça, ça dépend à chaque fois de la taille de l'entreprise, de tout un tas de questions. Eh ben, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à toi, Bastien, d'avoir Merci à vous, merci à tous. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Normalement, j'en ai pas oublié. Et si c'était le cas, n'hésitez pas vraiment à nous écrire. Je me répète, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur notre blog pour y retrouver toute l'actualité. On partage beaucoup plus que ces webinaires. Et voilà, merci encore à toi, Bastien, et à bientôt. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.